La terre brûle, nos élèves sont en première ligne pour vivre avec cette problématique et pourtant, au quotidien, dans nos classes, ce n'est pas si facile d'aborder ces sujets sans créer une éco-anxiété déjà dans le rouge pour beaucoup de nos élèves. Alors, comment faire autrement? Mon invitée, Léna, co-responsable du pôle scolaire de l'association Ma Petite Planète, nous accompagne sur ce sujet pour retrouver du pouvoir d'agir avec le sourire. Bienvenue Léna. Merci. Dis-moi, on pense parfois que nos petits gestes du quotidien n'ont pas tant d'impact que ça. Alors tu as 30 secondes pour nous convaincre du contraire. Super, c'est noté. Alors moi, j'aime bien parler de la légende du colibri pour répondre à cette critique qui revient assez souvent. Cette légende selon laquelle il y a eu un incendie un jour dans une forêt et tous les animaux impuissants assistaient à ce désastre en se disant: «Bah, de toute façon, on n'y peut rien, on va pas changer grand-chose». Tous sauf un petit colibri qui s'est activé, qui est allé chercher de l'eau et qui faisait que répéter aux autres animaux: «Je fais ma part». Donc ça, je pense que c'est une légende qui est assez parlante pour montrer que chacun, chacune peut faire sa part plutôt que d'être dans cet état, passif et d'impuissance en se disant que ça va venir des autres. En fait, non, c'est se dire qu'on a sa manière d'agir, son pouvoir d'agir au niveau individuel et je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait, Gandhi sur, le «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde». Moi, je crois beaucoup en cette exemplarité des comportements pour en fait, par mimétisme, ensuite, montrer que c'est possible. Le pouvoir d'agir, je pense que ça va être le fil rouge de notre échange, Léna. Dis-moi, on en est où de l'enseignement de l'EDD, enseignement. Beh, dis donc, non, l'éducation, oh bah, dis donc, au É développement durable. Oh, éducation, j'ai eu c'est un ça. petit trou, désolée. Alors donc, du coup, en 2024, on en est où? Est-ce que c'est un Ouais. enseignement qui tient ses promesses ou pas? Ouais, alors c'est difficile, difficile à dire et je pense qu'un petit constat s'impose sur comment on en est arrivé là aujourd'hui. L'EDD, donc l'éducation au développement durable, c'est vraiment, une éducation qui est transversale, qui permet d'intégrer un petit peu, d'écologie, dans tous les enseignements et donc c'est quelque chose qui a fait son chemin petit à petit. Je pense que les moments marquants de l'EDD, ça va être 2004 avec la Charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle, qui parle d'éducation à l'environnement, du fait que c'est une nécessité et ensuite, il y a eu plusieurs étapes avec les ODD de l'ONU en 2015 où, du coup, un des ODD est l'éducation, à l'environnement, pour tous et pour toutes et plus récemment, on a eu le lancement des éco-délégués. Donc en 2019, c'est obligatoire, aujourd'hui pour le secondaire. C'est des délégués de l'écologie qui peuvent mettre en place, plein de projets et au niveau du constat, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté, il y a quand même eu une transition dans cette volonté d'imposer cet enseignement, à l'environnement. Dans les faits, c'est pas toujours évident. On se rend compte qu'on a encore des professeurs qui sont en quête de légitimité, qui savent pas comment aborder le sujet, qui savent pas par où commencer tout simplement. De la part des élèves aussi, hein, même les éco-délégués, parfois, ils sont un petit peu désemparés et ils savent pas quoi faire de ce rôle-là. Donc la volonté est là, pour conclure. On sent cette transition, mais le chemin reste encore, long puisque la mise en pratique est encore, un petit peu, difficile. Ouais, donc une volonté politique et puis, bah, il reste à acter tout ça et acter C'est tout ça. ça dans un quotidien où, comme tu le disais, hein, de manière transverse, comment on intègre une petite touche ou une grosse touche, d'écologie dans nos enseignements. Et quand on sait, que la problématique majeure des enseignants, c'est le temps et on Oui, y oui. reviendra, plus tard et peut-être cette légitimité et peut-être aussi quelque chose qui est que, heu, c'est un enseignement nécessaire. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe, mais qui peut faire monter ce curseur de l'éco-anxiété qu'on sait très présent chez nos jeunes. Alors comment on s'en prémunit et comment on tente, encore une fois, de retrouver du pouvoir d'agir parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose qui peut nous prémunir de cette sidération devant, la montagne à gravir? Ouais, c'est un vrai sujet, la question de l'anxiété qui peut être, révélée avec ces problématiques. D'ailleurs, pas que pour les jeunes, hein, c'est aussi, le cas des adultes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de chiffres et d'études, qui montrent, que pour les jeunes, c'est un vrai sujet de préoccupation. Il y a une étude que j'aime bien du baromètre Une jeunesse en quête de confiance de 2023 qui montre que 70 des jeunes sont pessimistes concernant l'avenir de la planète, 46 sont anxieux. Donc face à ça, il faut se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir, susciter cette envie d'agir sans avoir la paralysie de l'anxiété que ça peut provoquer?» Moi, je pense que quand on parle d'écologie, d'environnement, il y a 2 piliers. Il y a le côté argument rationnel,
faire appel à des faits scientifiques, puisqu'on est quand même sur des choses concrètes. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'émotion et l'expérience. Il faut que les jeunes puissent expérimenter et se rendre compte par eux-mêmes de quoi on parle. Et je pense que ça, c'est primordial. Donc moi, généralement, ce que je dis hein, aux enseignants, c'est essayer de créer des nouveaux récits pour susciter cette envie d'agir. C'est la première étape. C'est de construire un nouvel imaginaire positif autour de cette transition écologique, quelque chose qui donne envie et qui permet aux élèves, aux jeunes de s'impliquer pleinement dans cette transition. Ça, c'est la première chose, en lien avec le rôle des émotions qui sont essentielles. Et la deuxième chose qui va en suivant, c'est de promouvoir le passage à l'action directement. Donc, comme tu le disais, c'est le fil conducteur de tout cet échange. C'est vraiment, on ne va pas juste pointer les problèmes, on va aussi donner des solutions concrètes, montrer que ce n'est pas difficile et on peut commencer petit à petit. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, la responsabilité aussi des institutions économiques et politiques, mais pas se cacher derrière ça. Se dire, bon, ben, moi, j'ai mon pouvoir d'agir et je peux me mobiliser à mon échelle. Et la dernière chose, je dirais, qui est quand même essentielle, c'est le collectif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de s'entourer parce qu'on ne peut pas se motiver seul. Et donc, ce collectif, cette facilitation sociale permet en fait d'avoir un effort incitatif. Le fait d'appartenir à cette communauté, c'est un levier de motivation en soi. Et pas que quand on parle d'écologie d'ailleurs. Mmh. Concernant cette, possibilité, nécessité de créer de nouveaux récits, je veux bien que tu illustres ça parce que je vois peut-être un peu, implicitement ce que ça veut dire, mais je veux bien explicitement. Ça, c'est la première chose et ensuite que tu fasses le lien de comment on fait dans un monde où tu es d'accord que ces nouveaux récits vont un peu à contre-courant de ce qu'on nous assène à longueur de journée. Alors peut-être pour nous réveiller et nous faire peur, mais du coup, voilà, comment on fait pour créer de nouveaux récits optimistes qui nous font dire: «Allez, OK, on peut. Si on se met ensemble, on peut» et toute la journée, tout le temps, heu, entendre des choses qui nous feraient dire: «Bon, bah, de toute manière, c'est foutu». Ouais, complètement. En fait, l'enjeu, il est double. C'est à la fois créer ces nouveaux récits sans cacher la vérité, puisque le but, c'est pas d'être dans un monde de bisounours, c'est de faire comme si tout allait bien. Mais je pense que c'est une question d'équilibre à trouver. Et moi, quand je parle de nouveaux récits, c'est souvent parce que je suis confrontée, même dans ma vie au quotidien, à des réactions de personnes qui disent: «Ah, t'es écolo, donc ça veut dire que tu manges des graines et que...» Enfin voilà, comme s'il y avait une image un petit peu négative autour de tous ces comportements qui sont pour le bien commun et pour le collectif. Donc je pense que c'est ça qu'il faut changer et tu le soulignes bien, aujourd'hui, les récits majoritaires, c'est encore des récits qui sont écocides. Donc, par exemple, le bien-être qui passerait par la surconsommation. Donc l'enjeu, c'est de montrer qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est une opportunité vers le mieux et pas uniquement vers le moins. Et l'idée qu'on peut composer autrement. Et donc moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est pas d'attaquer les personnes en disant, par exemple: «Ah, pourquoi tu prends l'avion? C'est pas bien pour la planète». Je pense que ça ne fonctionne pas. Mais plutôt de dire: «Bah, moi, j'ai décidé cet été de faire un voyage en train et de sillonner l'Europe en train ou de faire un voyage de la Bretagne à vélo». Encore une fois, de montrer par son propre comportement que ça donne envie et que ça inspire d'autres personnes. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant de fonctionner là-dessus. Très bien. Heu, ce que j'aime bien dans cette idée et ça revient à des outils, peut-être même de communication, qu'on pourrait dire, non violente, c'est finalement parler de soi et de comment on s'inscrit dans ce positif, plutôt que d'accuser les autres. Complètement. Mmh. Donc de trouver une manière, heu, ouais, de se sentir à l'aise avec, cette, manière de préserver notre environnement. Alors si Ouais. on re ouais. Pardon, oui, non, c'est vrai Non, que non, juste non, sur non. la question des émotions, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est de susciter des émotions un petit peu négatives, Oui. donc la peur, l'anxiété et je pense effectivement qu'il faut revenir aussi à des émotions positives parce que notamment pour revenir aux jeunes, c'est un rôle essentiel dans le passage à l'action et dans les apprentissages. La réceptivité des émotions, elle influence énormément, les apprentissages, donc c'est beaucoup plus, stratégique finalement de passer par là. Ouais. Hem, on en revient au tout début, hein, où tu disais que, cet EDD, eh bien, il était à mettre par touche dans tous les enseignements et au quotidien dans notre enseignement, d'enseignants. On parlait du sentiment de légitimité, mais moi je soulevais aussi la question du temps. Quand on a un programme,
comment on négocie avec tout ça? Comment on se sent légitime? On s'outille? Comment on trouve le temps de rajouter quelque chose ou peut-être pas d'ailleurs, d'aller voilà, comment on fait Ouais, concrètement. concrètement? Ouais, je pense que la question principale, c'est de savoir par où commencer. Des fois, on s'en fait toute une montagne en se disant: «Bah, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, donc ça me semble impossible». Moi, je pense que la première étape, ça serait de se former pour se sentir plus à l'aise. Donc, à titre personnel, en fait, de se dire: «Bon, bah, je vais m'intéresser au sujet, lire des articles, participer à des fresques». Aujourd'hui, il y en a plein sur de nombreuses, thématiques. Il y a des MOOC en ligne, il y a des ressources Canopé qui sont très qualitatives. Donc voilà, un petit peu, se renseigner. Et la deuxième chose, je pense, ça serait d'oser se lancer en se disant que c'est pas grave de pas être exemplaire ou de pas être parfait sur le sujet. D'ailleurs, je pense même que c'est mieux pour montrer aux élèves qu'on progresse tout au long de sa vie. Le tout est d'avancer petit à petit. Donc, dans un premier temps, on peut se dire que ça peut être certaines notions qu'on rattache à des cours qu'on a l'habitude de donner. Ensuite, ça peut être peut-être un petit projet, donc j'en sais rien, autour du tri sélectif ou du gaspillage. Je dis pas que ça n'a pas d'impact, mais que c'est des projets qui sont moins difficiles à mettre en place avant d'aller vers des projets plus structurants. Donc, par exemple, je sais pas, une végétalisation d'une cour, la mise en place d'un potager, ça, c'est des choses qui prennent plus de temps. Et du coup, la dernière chose qui va avec, c'est toujours cette démarche de faire à plusieurs. Je pense que c'est beaucoup plus facile de s'engager dans une démarche d'établissement, de se motiver entre collègues et ça donne envie et ça fait la différence là-dessus. Et la dernière chose, je pense que moi, je dis souvent aux professeurs, c'est, laissez place à votre créativité et appropriez-vous le sujet comme vous avez envie de vous l'approprier. Ce qui est génial avec l'écologie, c'est qu'il y a plein de manières de l'aborder et que c'est pluridisciplinaire. Donc ça peut être, un poème pour la planète pour travailler l'expression, un problème de maths sur les questions d'énergie, une œuvre de déchets pour les arts plastiques, les langues étrangères, enfin, voilà, il y a plein de manières de faire. Donc dites-vous que c'est à vous aussi d'inventer ces manières-là, avec le temps qui vous est alloué. Ça, c'est à vous de jauger. Hem, Petite question subsidiaire qui me vient là par rapport à ce que j'ai, compris dans une lecture, il y a peu, qui mettait en parallèle en fait, les enseignements dits académiques, qui étaient des savoirs et toutes les éducations A qui, qui comment dire? Qui se mettaient qui je cherche le mot, qui tentaient voilà de transformer des mentalités. Et du coup, on peut sentir chez les enseignants cette difficulté. Enseigner un savoir, voilà, c'est mathématique, on sait, en français, on sait, les matières dites académiques, on a des savoirs à transmettre et tout ce qui est éducation A fait appel aux mentalités, donc aux convictions, aux croyances aussi peut-être des gens. Et comment on fait pour, alors, on a une volonté politique, donc là, le politique s'est emparé de ça et a dit: «C'est un sujet et on doit transformer les mentalités», mais n'empêche que en tant qu'enseignant, si on ne partage pas cette mentalité, eh bien, on a un peu plus de mal à s'approprier ce qu'il y a à faire passer. Ouais, ça, c'est un vrai enjeu, effectivement, encore une fois. Je pense que, voilà, de jongler entre ces 2 aspects, c'est le quotidien, des enseignants. Mais concernant l'écologie, je dirais enfin, l'environnement, parce que l'écologie, c'est politique, mais quand on parle d'éducation à l'environnement, il faut que je fasse attention aux termes que j'emploie parce que c'est voilà, il y a différentes choses qui sont associées. L'éducation à l'environnement, c'est quand même basé sur des faits, scientifiques, donc il y a pas de valeur, là-dedans, de jugement de valeur. Donc je pense que, les professeurs peuvent s'en prémunir de cette, manière. Et ensuite sur l'aspect comment jongler entre des savoirs très académiques, en suivant les programmes et cetera et le à côté, tout ce qui relève aussi du savoir-être qu'on veut transmettre, aux jeunes. Là, ça fait une transition parfaite avec, ce qu'on va aborder, je pense ensuite, c'est le passage par le jeu. Je pense que le jeu aujourd'hui, c'est un bon moyen non seulement de mobiliser des savoirs académiques, mais aussi de développer des compétences pluridisciplinaires qui pourront servir aux élèves pendant toute leur vie. Et ça va vous permettre quand même de faire fixer ces apprentissages tout en leur permettant de travailler sur ces autres compétences. On parle souvent des 4 C, hein, par exemple, donc communication, créativité, esprit critique et collaboration. Je pense que ça, c'est au cœur de ces sujets. Oui, et qui sont inscrits, dans les savoir-être, à transmettre, pour, à nos élèves. Complètement. Peut-être avant de passer, au jeu proposé par Ma Petite Planète, heu, j'aimerais que tu puisses témoigner, si c'est possible, de on est d'accord que ceux et celles qui s'engagent sur ce type d'activité, c'est qu'ils sont déjà convaincus des choses. Et peut-être que en tant que personne qui
faire de lance de ces sujets d'éducation à l'environnement, peuvent partager à des collègues plus sceptiques, plus frileux? Comment on s'y prend? Tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant, on va pas juger les personnes, mais on va témoigner. Donc, comment on peut faire dans une équipe pluridisciplinaire, avec des manières d'être très, très différentes? Comment, quand on est convaincu en tant qu'enseignant, en tant que personne, de faire ce genre d'activité dont on va parler là maintenant, comment on fait pour partager à ses collègues, pour ne pas faire peur et puis tenter peut-être de faire collectif, comme tu disais? Oui, c'est un point essentiel. C'est mon quotidien d'essayer de, Mmh. de faire face à cette question-là, que ce soit dans mon travail ou même à titre personnel. Euh, Toujours sur cette idée de promouvoir l'envie, je pense que c'est essentiel de donner envie aux autres et notamment de montrer que ça peut être fédérateur, ça peut créer du lien. Je pense qu'aujourd'hui, les sujets environnementaux, ils sont plus faciles à aborder quand on est à plusieurs et ça va être plus facile pour quelqu'un de se projeter, de se dire «Ah ben d'autres l'ont fait avant moi et ils semblent en retirer du positif, donc je vais pouvoir me lancer avec». Moi, je me rappellerai toujours de l'exemple où, j'anticipe un peu, mais j'ai proposé le jeu Ma petite planète à ma famille. Certains n'étaient pas du tout convaincus. Ils me disaient: «Oh là là, on n'a pas envie, qu'est-ce que ça va être encore?» Et du coup, moi, j'ai dit: «Bah, vous allez voir, ça va être un moment sympathique. Ça va être quelque chose de collectif, donc faites-le au moins juste pour l'expérience». Et donc, c'est vrai qu'au début, ils l'ont fait plutôt en se disant: «Bon, bah d'accord, si ça nous permet de créer du lien et des échanges, pourquoi pas?» Et après, dans un second temps, finalement, ils se sont dit: «Ah ouais, moi, en fait, j'ai découvert plein de choses sur l'environnement, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est pas par ça que j'ai commencé. C'est pas ça qui aurait Oui. marché pour les convaincre». Mmh. C'est l'expérience, en fait, de C'est ça. partager l'expérience et de partager finalement ce qui, bah, l'émotionnel peut-être, Et le oui, lien, l'émotionnel. OK. je pense Eh ben, qu'on en revient à ça. allons-y, plongeons dans ce jeu, proposé, par Ma petite planète. Pourquoi et comment ça marche? Le jeu, finalement? Ouais, le jeu Ma Petite Planète, donc nous, on est une association, on est né du constat suivant, c'est un peu tout ce qu'on disait, hein, dans cet échange, c'est que la sensibilisation via le jeu, c'est un bon moyen d'aborder les enjeux actuels sans faire culpabiliser et en motivant les personnes à passer à l'action. Donc à l'origine, le plateau de jeu était destiné au grand public, donc aux adultes qui voulaient jouer avec leur entourage et l'objectif est très simple, c'est de réaliser un maximum de défis pendant 3 semaines en équipe, donc entre amis, en famille, etc. Puis le jeu s'est développé avec nos super bénévoles au sein des entreprises, donc entre collègues, et ça devient vraiment un team building à vivre pendant 3 semaines. Et c'est aujourd'hui notre modèle économique. C'est cette version qui va permettre de proposer le jeu gratuitement, d'une part au grand public et aux établissements scolaires. Et pour en venir à la partie scolaire, donc c'est vraiment un jeu pédagogique de sensibilisation à l'écologie qui est destiné aux professeurs et aux élèves de la maternelle au lycée. L'objectif, c'est vraiment de faire un maximum de défis pendant les 3 semaines. C'est l'enseignant ou l'enseignante qui va animer le jeu dans sa classe à l'aide d'une application. Donc on est sur un outil qui est disponible soit en ligne sur ordinateur, soit sur les téléphones. Donc le but, au-delà d'accélérer le changement vers des pratiques respectueuses de l'environnement, ça va être cette création de liens. C'est un jeu qui va créer de l'émulation au sein de toute la communauté éducative parce qu'on va impliquer aussi les familles, donc les élèves, les familles des élèves, les professeurs, le personnel encadrant. L'objectif, c'est voilà, proposer une aventure dans la joie et dans la bonne humeur dont tout le monde se souviendra. Et c'est un outil pédagogique qui permet de faire le lien avec les connaissances et les compétences qui sont en lien avec les programmes. Donc on peut aborder différentes matières puisqu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées via le jeu. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ce jeu se fait de manière collective lors d'éditions qui sont 2 fois par an, en novembre et en mars à chaque fois. Et donc on rassemble tous les élèves qui veulent jouer partout en France et même en Europe, qui vont jouer en même temps pendant 3 semaines. Là, actuellement, on a une édition qui a commencé, édition de printemps, on a 80 000 élèves. Pour donner un ordre d'idée, pour les jeunes, en fait, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à agir, c'est quand même primordial. Et donc chaque année, voilà, c'est en novembre et c'est en mars. Et pour participer, il suffit de télécharger l'application MPP scolaire et ensuite de s'inscrire, de rentrer sa classe et d'attendre une prochaine édition. Mais du coup, on mettra bien sûr, le lien, de tout ça, dans les liens, de l'émission. Hem, Ma question c'est: OK, jouer pendant trois semaines, être ensemble, faire ensemble pendant 3 semaines. Comment on passe de se faire à l'enseignement? Est-ce que dans le jeu, c'est guidé je dirais ce passage un peu en métacognition, c'est-à-dire qu'on fait
et qu'est-ce qu'on en a appris? Est-ce que c'est guidé ou est-ce que c'est implicite, explicite? Comment on se débrouille avec ça? Non, c'est totalement guidé et en même temps, on laisse cette marge de manœuvre, cette liberté aux enseignants de se l'approprier de la manière dont ils souhaitent. Donc en fait, les enseignants auront à disposition cette application. On a les défis qui sont classés par catégorie, donc alimentation, mobilité, création, énergie, etc. Et ensuite, pour chaque défi, on met des explications à chaque fois, avec des ressources pédagogiques. Donc on va mettre des petits articles, des vidéos, qui sont bien sûr des ressources qui sont fiables et les enseignants vont pouvoir s'en saisir pour en parler avec les élèves, pour en faire une session, en fonction du niveau. Hem et nous, on est toujours là, bien sûr, pour les accompagner, pour répondre à leurs questions. Mais il y a vraiment cet effort-là qui est fait et en plus de ça, on fait donc le lien avec les 4 C, les 4 compétences que je citais tout à l'heure et de plus en plus avec les matières, que les enseignants de chaque matière puissent savoir comment aborder, le sujet. Donc c'est guidé, mais il y a quand même cette marge de manœuvre où les enseignants réalisent les défis de leur choix avec les élèves. Il y a rien qui est imposé. Nous, on n'est pas là pour vérifier en disant: «Oh, il faut faire tous les défis». Vraiment pas. Donc il y a ça d'une part et d'autre part pour les familles, les élèves repartent chez eux avec un document puisqu'ils n'ont pas accès à l'application, hein, c'est seulement les enseignants. Donc ils ramènent ce document de défi et à la fin, il y a un lien ou un QR code pour aller consulter les explications et aussi pour que ça puisse susciter des discussions avec, les familles directement. Trop bien. Mais dis-moi, jouer, OK, ça j'ai compris, on est ensemble, on fait ensemble, on se lance des défis. On est 80 000 élèves en France à se dire: «Waouh, on fait tous la même chose pendant 3 semaines», très bien. Mais l'impact de tout ça, parce qu'il faut boucler avec ce qu'on se disait au début, c'est quand même bien dans un projet, d'impact. Complètement. Pour nous, c'était un enjeu de pouvoir, réussir, à mesurer cet impact au-delà des chiffres, hein. Là, aujourd'hui, on a eu 9 éditions scolaires, ça représente 13 000 classes, donc plus de 300 000 élèves qui sont, passés à l'action, donc ça, c'est des chiffres très concrets. Mais après, si on regarde ce qu'il y a derrière de manière qualitative, on arrive à mesurer cet impact, notamment par le fait que c'est un jeu qui est basé sur la répétition. Certains défis peuvent être répétés plusieurs fois pendant les 3 semaines, parce que l'objectif, c'est de prendre de nouvelles habitudes. Nous, on a souvent des témoignages de professeurs qui nous disent ensuite: «Ah bah, mes élèves, ils continuent à faire ci, à faire ça, tout le long de l'année». Et nous, pour être sûr, pour mesurer ça de manière plus, concrète, on a réalisé un bilan d'impact social, donc une grosse étude pour voir qu'est-ce qu'il en restait au-delà des 3 semaines de jeu et on a 3 chiffres clés qui en sont ressortis. Le premier, c'est que 88 des professeurs estiment que la participation des élèves leur a donné envie de s'engager davantage pour la cause, d'avoir de poser le sujet, davantage et 84 estiment que les élèves comprennent mieux les enjeux après avoir joué à MPP. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment appris des nouvelles choses. Et enfin, le dernier chiffre qui est en lien avec ce qu'on disait sur le lien social, 2 tiers estiment que leur participation à MPP scolaire a fédéré l'ensemble de la communauté éducative et que ça a créé des échanges qui se poursuivent en dehors du jeu. Donc l'impact, je pense qu'il est là. Et pour en revenir à l'essentiel et au cœur de tout ce qu'on disait, je pense que quand on propose une expérience qui suscite des émotions positives à des jeunes, comme à des moins jeunes d'ailleurs, l'impact, il est forcément là. Il est foncièrement positif, pardon. Et donc moi, je pense qu'il faut que chacun, chacune ne doute jamais de son pouvoir d'agir en mettant en place de telles initiatives et en parlant autour de soi, parce que je pense qu'il y a un vrai effet domino et c'est ça finalement le pouvoir de la sensibilisation. OK. Hem Et en termes de témoignages des élèves, des enseignants, de cet impact, au-delà des chiffres que tu viens de donner, est-ce que tu as des verbatims, des choses qui vous semblent fortes dans ces perspectives d'avenir, puisque c'est quand même bien ça que l'on vise? Complètement. C'est vrai que nous, on reçoit beaucoup de messages en fin d'édition qui sont assez émouvants. On a parfois eu des professeurs qui nous ont dit: bah, vous avez changé la dynamique de l'école, on vous remerciera jamais assez. Les élèves ont pris conscience de beaucoup de choses, notamment des élèves dans des quartiers parfois difficiles. On a eu des retours là-dessus qui nous disaient: bah, pour la première fois, on a senti vraiment un intérêt réel et profond des élèves. Vous avez planté une graine et on est sûr qu'elle va continuer à grandir au fil des années. Ouais, c'est des messages qui font chaud au cœur, où on se dit qu'effectivement, ça a un impact, ça a des répercussions. Et si jamais vous voulez aller voir un petit peu plus, vous pouvez regarder sur notre site. On a des petites vidéos aussi qui permettent, de revenir sur tout ça. Mais c'est vrai que c'est essentiel d'avoir ces témoignages, des enseignants. Mmh. Et pour terminer, peut-être Léna, hem, je veux bien que tu essayes de nous expliciter les nouvelles habitudes que ça génère. Tu vois? On parle de l'intention, tu nous as décrit l'intention et
on voit dans quel univers positif ça nous met. Mais Ouais. je trouve intéressant d'ancrer ça. C'est quoi ces nouvelles habitudes qui s'ancrent dans notre quotidien? Ouais, c'est vrai que ça permet un petit peu de concrétiser tout ce que je raconte parce que j'ai pas donné trop d'exemples de défis. Mais les défis, ça va être des choses très concrètes à faire dans la vie réelle. Donc ça peut être, par exemple, donc finir son assiette pour éviter le gaspillage alimentaire. Ça, c'est quelque chose, une habitude qu'on va pouvoir garder ensuite. Couper l'eau en se brossant les dents pour les plus petits, faire le tri sélectif, ramasser les déchets, donc être attentif en fait à l'environnement qui nous entoure. Ça va être aussi de repérer des espèces d'oiseaux, par exemple, et de nommer leur espèce. Donc, cette attention ensuite constante à regarder autour de soi. Faire du vélo ou de la marche, cuisiner avec des légumes de saison. Donc, ça permet de poser la question de ah, ben là, du coup, quel est le légume en ce moment avec lequel on va cuisiner. Voilà, c'est des choses qui peuvent rester au fil du temps. Et des exemples, il y en a plein aussi, hein. Il y a des soirées sans écran, des chansons pour la planète. Voilà, c'est assez vaste et là, j'ai cité plutôt pour les plus jeunes, mais le jeu est aussi possible pour les collèges, lycées. C'est encore différent. Je veux bien des exemples pour les plus grands parce que autant chez les petits, en école maternelle et élémentaire, c'est vrai qu'on est très habitué, puisqu'on a toutes les matières, on est très habitué à avoir des projets comme ça, interdisciplinaires ou transdisciplinaires, qui viennent jalonner notre année et qui viennent donner du sens à notre enseignement. La difficulté pour les collègues du secondaire, c'est justement de prendre ce temps sur leur enseignement très Ouais, spécifique. Donc, une petite illustration pour ouais. donner et mettre l'eau à la bouche sera la bienvenue. Donner envie. C'est vrai que quand même pour les élèves du secondaire, je voulais commencer par ça, c'est que le jeu, il peut être fait beaucoup plus en autonomie par les élèves puisqu'ils sont plus grands. Donc il y a beaucoup de défis qui peuvent se faire aussi, à la maison ou en dehors des temps, scolaires, ce qui demande moins d'énergie et d'investissement pour les professeurs. Et en termes de défis, on va avoir des choses comme, se renseigner sur, le rapport du GIEC, pour, comprendre qu'est-ce que c'est, enfin, se renseigner sur le GIEC même, tout simplement. Ça peut être des choses un petit peu plus engageantes, comme, écrire, au chef d'établissement pour faire une proposition d'une mesure à mettre en place à l'échelle de l'établissement ou écrire à la mairie pour mettre en place, j'en sais rien, un compost. Des choses qui permettent d'aller, un petit peu plus loin, de, citer des médias, qui abordent, l'écologie et de s'y abonner. Donc des choses qui vont rester aussi, dans le temps. Une fois qu'on s'abonne, on va pouvoir le garder. Ça me fait penser aussi, par exemple, à Ecosia, qui est un moteur de recherche, qui permet de planter des arbres. Ça va être un défi pour les élèves de dire: «Bah, vous l'installez sur votre téléphone, sur l'ordinateur» et le but, c'est qu'ils ne le désinstallent pas, ensuite. Et je pense peut-être aussi sur le secondaire, un des défis qui plaît pas mal, c'est tout dès qu'on aborde les vêtements, le textile. Donc, on a un défi qui consiste à se renseigner sur, l'impact des vêtements que l'on porte, aujourd'hui. Il y a des applications qui existent, tout ça, pour voir tout ça et c'est des thématiques qui les intéressent, d'autant plus. Ou le sport aussi, la thématique du sport. Mmh. Je pense que je vais m'inscrire moi à la à la campagne. Je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? Très bien. Génial. Je suis ravie. Heu, dis-moi, tu parlais d'une chose tout à l'heure que tu n'as pas, développée, c'est, le sujet des 4 C et je veux bien que tu y reviennes parce que je pense que ça structure, quelque chose, autour de cet enseignement et je veux bien que tu y reviennes, si tu veux bien. Oui, ouais, complètement. Donc les 4C, c'est un référentiel, parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais c'est un référentiel au niveau européen. Donc quand on dit les 4C, donc c'est la communication, la collaboration, l'esprit critique et la concrétisation. Je crois que c'est ça les 4. Et donc c'est vrai que d'avoir toujours en tête, ces 4 C, ça permet de proposer des défis, nous, qui nous semblent adaptés, aux réalités, des jeunes et des élèves. Donc si on prend, l'exemple de, j'en sais rien, il faudrait que je trouve un défi qui permet de travailler, les 4 compétences parce que tous les défis ne permettent pas d'avoir à chaque fois les 4, mais la plupart, ça peut être le cas. Si on a par exemple de faire un slogan, pour, la planète, faire une banderole avec un slogan pour la planète et le mettre au sein de l'établissement. Donc, la collaboration, ça va être le fait de faire ça à plusieurs, de travailler en équipe. Je pense que c'est très important, dans les enseignements. L'esprit critique, c'est quand même de se poser la question, se dire: «Alors, pourquoi on va faire ce slogan? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la signification? Est-ce qu'on y adhère vraiment ou pas?» La concrétisation, c'est de voir quelque chose
de tangible et de se dire: «OK, donc là, on a une banderole, donc symboliquement, c'est fort». Et il me manque le dernier, collaboration, esprit critique, je l'ai dit, communication. Donc les échanges autour de les échanges que ça peut susciter, autour de tel ou tel défi. OK, tu parles de référentiel. Pour être explicite et bien comprendre, ce référentiel des 4 C, c'est ce qui permet de dire qu'une action va avoir de l'impact ou est efficiente. Est-ce que c'est ça qu'il y a derrière ce référentiel? Ouais, c'est un référentiel pour guider, les apprentissages, qui estime que pour que l'apprentissage puisse être OK, fixé et efficace, effectivement, il faut jouer sur ces 4 piliers. OK, trop bien, super. En tout cas, merci beaucoup Léna. Est-ce que tu as l'impression que là, on a oublié quelque chose dans tout ce qu'on a échangé et qu'il faudrait absolument, donner à entendre? On mettra bien sûr dans les liens de l'émission le lien vers l'application sur lequel on pourra retrouver les 2 campagnes d'action qui se déroulent sur, 3 semaines, 2 fois par an. Et puis j'imagine qu'entre-temps, on peut avoir accès, si on tombe pas pile au moment où il y a, une campagne de défi, on peut accéder, à des ressources? Complètement. Vous pouvez, déjà vous inscrire, accéder à certaines ressources. Vous pouvez jouer à une édition adulte aussi si vous avez envie, à titre personnel, de tester. Et je pense que nous, on a fait à peu près, le tour, hein. Moi hier, j'étais dans une école pour l'anecdote qui était en train de participer, au jeu Ma Petite Planète et du coup, j'étais, reconnaissante de pouvoir voir ce qui se passait concrètement dans les classes. Donc voilà, moi, c'est ce message-là aussi que je voulais transmettre, de remercier les enseignants et les enseignantes pour tout ce qu'ils font au quotidien. Nous, des initiatives comme la nôtre, ça serait pas possible sans, les enseignants. Moi, je pense vraiment qu'ils sont pionniers dans cette éducation, à l'environnement. Éducation globale, bien sûr, mais je pense que, voilà, faut pas douter de leur pouvoir d'action et qui est essentiel, et moi, j'en suis très reconnaissante, en tout cas. Mmh. Et tu boucles la boucle avec, l'histoire du colibri que tu nous as raconté, C'est ça, au tout début. tout à fait. Donc on voit bien, hein, par ta présentation, par notre échange que, voilà, faire passer à l'action un maximum d'élèves pour la préservation de la planète, c'est un joli défi que propose, le jeu Ma Petite Planète. J'ai envie de dire, osons et lançons-nous. Plantons des Merci graines. Léna. Ouais, plantons des graines, exactement. Semons des graines. C'est ça. Merci beaucoup Léna. Merci à toi.